Le regard de Pierre était fuyant ce matin-là, comme chaque fois qu'il fallait aborder le sujet. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de café, et je savais déjà ce qui allait suivre. Cette conversation qui revenait sans cesse, comme un disque rayé, depuis maintenant 3 longues années. « Écoute, Camille, » commença-t-il d'une voix lasse, « il faut qu'on arrête de se faire des illusions. Les médecins ont été clairs. C'est ta faute si on n'arrive pas à avoir d'enfant. » Ces mots me transpercèrent le cœur une fois de plus. Ma faute. Toujours ma faute. Comme si j'étais la seule responsable de cette situation qui nous rongeait tous les deux. Je baissai les yeux sur mon bol de céréales, incapable de soutenir son regard accusateur. Au fond de moi, une petite voix me chuchotait que quelque chose n'allait pas, mais je l'étouffais systématiquement. Pierre était mon mari, l'homme que j'avais épousé par amour il y a 5 ans. Pourquoi aurait-il menti sur une chose aussi importante? Les résultats sont formels, poursuivit-il en se levant de table. Tes ovaires ne fonctionnent pas correctement. Le gynécologue l'a confirmé lors de ta dernière visite. Il faut que tu l'acceptes, Camille. J'acquiesçai machinalement, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Accepter, toujours accepter, même quand tout en moi hurlait que ce n'était pas normal, que quelque chose clochait dans cette histoire. Mais Pierre avait toujours été plus fort que moi en argument, plus convaincant. Et puis, qui étais-je pour remettre en question l'avis médical? Notre appartement parisien, pourtant spacieux et lumineux, me sembla soudain étouffant. Les murs jaunes pâles que j'avais choisis avec tant de soin 3 ans plus tôt pour la future chambre d'enfant me narguaient. Cette pièce qui devait être remplie de rires et de jouets était devenue un bureau froid et impersonnel. Pierre y travaillait maintenant, entouré de ses dossiers d'avocat et de ses codes juridiques. Après son départ pour le cabinet, je restais seule avec mes pensées. Cette solitude me pesait de plus en plus. Mes amies, une à une, avaient eu des enfants. Leurs conversations tournaient désormais autour des premiers pas, des premières dents, des nuits blanches qui valaient pourtant toutes les joies du monde. Moi, je n'avais rien à apporter à ces discussions. J'étais devenue la femme stérile du groupe, celle qu'on regardait avec pitié lors des réunions. Ma sœur Lucie avait bien essayé de me convaincre de consulter un autre médecin, d'avoir un second avis, mais Pierre s'y était fermement opposé. « À quoi bon dépenser de l'argent inutilement ?» disait-il. « Le diagnostic est clair. Il faut arrêter de s'accrocher à de faux espoirs. » Je me dirigeais vers la salle de bain pour me préparer. Mon reflet dans le miroir me renvoya l'image d'une femme de 32 ans qui en paraissait facilement 10 de plus. Mes cheveux châtains avaient perdu leur éclat, mes yeux verts étaient cernés et ma peau avait cette pâleur maladive de quelqu'un qui ne sort plus assez. La culpabilité me rongeait littéralement de l'intérieur. En me maquillant, je repensais à notre dernière visite chez le gynécologue. C'était il y a 6 mois. Pierre avait insisté pour m'accompagner, comme toujours. Il restait dans la salle d'attente pendant que je passais les examens, puis il entrait avec moi pour entendre les résultats. Le docteur Moreau, un homme âgé aux cheveux gris, avait confirmé une fois de plus que mes ovaires présentaient des dysfonctionnements. « Madame Dubois » avait-il dit avec une compassion feinte. « Je suis désolée, mais vos chances de concevoir naturellement sont quasi nulles. » J'avais fondu en larmes dans le cabinet, et Pierre m'avait consolée avec des gestes tendres. Mais maintenant, en y repensant, quelque chose me tracassait. Pourquoi le médecin ne m'avait-il jamais proposé de traitement? Pourquoi n'avait-il jamais évoqué la possibilité d'une FIV ou d'autres solutions? Et surtout, pourquoi Pierre semblait-il si soulagé en sortant de ses rendez-vous? Je secouais la tête pour chasser ses pensées. Pierre était mon mari. Il m'aimait. Il souffrait autant que moi de cette situation. D'ailleurs, sa famille ne cessait de nous poser des questions sur notre futur projet de bébé. Sa mère, en particulier, multipliait les allusions lors des repas de famille. « Alors, mes petits, quand est-ce que vous nous faites un petit-fils » demandait-elle avec son sourire maternel. Pierre détournait toujours la conversation, prétextant que nous préférions profiter de notre vie de couple encore un peu. Le travail m'offrait une échappatoire bienvenue. J'enseignais le français dans un lycée de banlieue parisienne, et mes élèves, malgré leur indiscipline parfois, apportaient une certaine joie dans ma vie. Ils m'appelaient affectueusement « Madame Camille » et me racontaient leurs petits problèmes d'adolescents. C'était auprès d'eux que je me sentais encore utile, encore capable de donner quelque chose. Ce matin-là, en entrant dans la salle des professeurs, je tombais sur ma collègue Sophie qui berçait tendrement son ventre arrondi. Elle en était à son 6e mois de grossesse et son visage rayonnait de bonheur. En me voyant, son sourire s'effaça légèrement. Elle connaissait ma situation, comme tous mes collègues. « Bonjour Camille », me dit-elle avec une douceur particulière. « Comment vas-tu ?»« Ça va », répondis-je automatiquement, en évitant de regarder son ventre. « Et toi, la grossesse se passe bien ?»
Oui, très bien. J'ai senti le bébé bouger pour la première fois hier soir. C'est indescriptible. Je souris poliment, mais chaque mot était comme un couteau qui se plantait dans ma poitrine. J'étais heureuse pour elle, sincèrement, mais sa joie me renvoyait cruellement à ma propre situation. Je m'excusai rapidement et me dirigeai vers ma classe. Pendant le cours, alors que j'expliquais Les Misérables à mes élèves de seconde, mon esprit divagua. Victor Hugo décrivait si bien la souffrance humaine, cette capacité qu'ont les êtres à endurer l'inimaginable. Je me demandais si Fantine avait ressenti la même chose que moi, cette impression d'être brisée de l'intérieur, cette culpabilité qui vous ronge jour après jour. « Madame, ça va ?» me demanda Océane, une élève particulièrement attentive. « Vous avez l'air triste. » Je me ressaisis rapidement. « Tout va bien, merci. Continuons avec le chapitre suivant. » Mais rien n'allait, et au fond de moi, je le savais. Cette petite voix qui me chuchotait que quelque chose clochait dans l'histoire de Pierre se faisait de plus en plus insistante. Pourquoi refusait-il catégoriquement que je consulte un autre médecin? Pourquoi détournait-il toujours la conversation quand je parlais d'adoption? Et surtout, pourquoi semblait-il si peu affecté par notre situation? Le soir, en rentrant à l'appartement, je trouvais Pierre installé dans le salon, devant la télévision. Il regardait les informations avec une attention inhabituelle. En me voyant, il se leva d'un bond et éteignit rapidement la télé. « Bonsoir chérie », dit-il en m'embrassant sur la joue. « Bonne journée au lycée ? » ?»« Oui, ça va. Et toi, au cabinet ? » ?»« Beaucoup de travail, comme d'habitude. J'ai une affaire compliquée en ce moment. » Il me parlait de son travail, mais je sentais qu'il était ailleurs. Ses gestes étaient nerveux et il évitait mon regard. Nous dînâmes en silence, chacun perdu dans ses pensées. L'ambiance était tendue, comme souvent ces derniers temps. Après le repas, Pierre s'enferma dans son bureau. Je l'entendis passer plusieurs coups de téléphone, mais sa voix était trop basse pour que je puisse distinguer les mots. Cette situation me frustrait de plus en plus. J'avais l'impression que mon propre mari me cachait des choses, qu'il y avait une barrière invisible entre nous. Je décidai de prendre un bain pour me détendre. L'eau chaude et les huiles essentielles m'apportaient un peu de réconfort. En fermant les yeux, je repensais à notre mariage, 5 ans plus tôt. Pierre était si différent à l'époque, plus attentionné, plus tendre. Nous parlions pendant des heures de nos projets d'avenir, de la famille que nous voulions fonder ensemble. Il me disait qu'il voulait au moins 3 enfants, que nous ferions de merveilleux parents. Que s'était-il passé depuis? Quand avait-il commencé à changer? J'essayais de me souvenir du moment exact où tout avait basculé. C'était environ 6 mois après notre mariage, quand nous avions commencé à essayer d'avoir un enfant. Au début, c'était naturel, spontané. Puis, petit à petit, Pierre était devenu distant, préoccupé. Il prétextait le stress du travail, les dossiers difficiles. Les premiers mois d'essai sans résultat ne nous inquiétaient pas outre mesure. Nous étions encore dans la normalité statistique. Mais au bout d'1 an, j'avais commencé à me poser des questions. C'est à ce moment-là que Pierre avait pris les choses en main. Il avait pris rendez-vous chez le gynécologue, organisé les examens, géré tout le processus médical. Avec le recul, je trouvais cela étrange. Pourquoi un homme serait-il si impliqué dans le suivi gynécologique de sa femme? En sortant du bain, j'entendis Pierre qui téléphonait encore. Cette fois, sa voix était plus forte, presque agressive. Je m'approchai discrètement de la porte de son bureau. « Non, je te dis que c'est impossible, » l'entendis-je dire. « Elle ne doit rien savoir. Si elle découvre la vérité, je suis finie. » Mon cœur se mit à battre plus fort. De quoi parlait-il? Quelle vérité ne devais-je pas découvrir? Je restai figée derrière la porte, l'oreille collée contre le bois. « Écoute, » poursuivit Pierre. J'ai réussi à la convaincre que c'était sa faute. Elle me fait confiance aveuglément. Mais si jamais elle décide de consulter un autre médecin, il y eut un silence, puis il reprit. « Oui, je sais que c'est risqué. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lui dire la vérité? Lui avouer que depuis 3 ans je lui mens? Elle ne me le pardonnera jamais. » Mes jambes se dérobèrent sous moi. Je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Pierre me mentait. Depuis 3 ans, il me mentait sur quelque chose d'essentiel. Mais quoi exactement? Qu'est-ce qui pouvait être si grave qu'il préfère me faire croire que j'étais stérile? J'entendis des pas se rapprocher de la porte. Je me précipitai vers la chambre et fis semblant de lire un livre. Pierre entra quelques minutes plus tard, l'air préoccupé. « Tu ne dors pas encore ?» me demanda-t-il. « Non, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et toi, tu as fini ton travail ?»« Oui, enfin, c'est compliqué en ce moment. » Il s'allongea à côté de moi, mais je sentais qu'il était tendu. Son corps était rigide, et sa respiration irrégulière. Nous restâmes ainsi dans le silence, chacun feignant de lire.
mais mon esprit était en ébullition. Les mots que j'avais entendus tournaient en boucle dans ma tête. Elle ne doit rien savoir. Si elle découvre la vérité, je suis finie. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'observais Pierre dans son sommeil, cet homme que j'avais épousé par amour et qui me cachait quelque chose d'énorme. Son visage, détendu par le sommeil, me semblait soudain celui d'un étranger. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu lui faire confiance à ce point? Au petit matin, une résolution ferme avait germé dans mon esprit. J'allais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans le mensonge, à me culpabiliser pour quelque chose qui n'était peut-être pas de ma faute. Pierre était parti tôt au cabinet, prétextant une réunion importante. J'en profitais pour fouiller discrètement dans ses affaires. Je commençais par son bureau. Les tiroirs étaient fermés à clé, ce qui renforça mes soupçons. Pourquoi verrouiller ces tiroirs si on n'a rien à cacher? Je cherchais partout une clé de rechange, mais sans succès. Frustré, je me dirigeais vers notre chambre. Dans sa table de nuit, je trouvais quelques documents sans importance. Des factures, des notes de frais, des cartes de visite. Puis, au fond du tiroir, mes doigts touchèrent une enveloppe épaisse. Mon cœur se mit à battre plus fort. L'enveloppe portait l'entête d'un laboratoire médical que je ne connaissais pas. Elle était adressée à Pierre et datée d'il y a 2 ans. Avec des mains tremblantes, je l'ouvris. Ce que je découvris me fit l'effet d'une bombe. C'étaient des résultats d'analyse médicale. Mais pas n'importe lesquels. Des analyses de sperme. Et le diagnostic était sans appel. Pierre souffrait d'azoospermie, une absence totale de spermatozoïdes dans son sperme. Il était stérile. Complètement stérile. Je relus le document plusieurs fois, incapable de réaliser l'ampleur de ce que je venais de découvrir. Pierre était stérile depuis au moins 2 ans, peut-être même depuis le début de notre mariage. Et pendant tout ce temps, il m'avait fait croire que c'était moi le problème. Il avait organisé toute cette mascarade avec le gynécologue, il m'avait fait culpabiliser, il m'avait fait croire que j'étais défaillante. Les larmes se mirent à couler sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de rage pure. Comment avait-il osé? Comment avait-il pu me faire subir ça pendant 3 ans? J'avais porté cette culpabilité comme un fardeau. J'avais accepté ses reproches. J'avais même fini par me détester. Je continuais à fouiller et trouver d'autres documents. Des échanges de mails avec le docteur Moreau, dans lesquels ils organisaient cette supercherie. Le médecin était complice. Il avait accepté de me mentir en échange d'une somme d'argent considérable. Pierre avait acheté le silence d'un professionnel de santé pour me faire croire que j'étais stérile. Dans un autre mail, je découvris la raison de cette mascarade. Pierre avait une maîtresse, une certaine Sylvie, avec qui il entretenait une relation depuis 4 ans. Cette femme le menaçait de tout révéler s'il ne quittait pas sa femme. Mais Pierre ne voulait pas divorcer. Il préférait rester marié avec moi, tout en maintenant sa liaison secrète. En me faisant croire que j'étais stérile, il s'assurait que je ne tomberais jamais enceinte d'un autre homme et que je resterais dépendante de lui. La manipulation était d'une cruauté inimaginable. Pierre avait orchestré toute cette situation pour préserver son petit confort personnel. Il avait sa femme légitime d'un côté, sa maîtresse de l'autre, et il comptait sur ma culpabilité pour maintenir le statu quo. Je m'effondrais sur le lit, terrassée par cette révélation. Tout mon monde s'écroulait d'un coup. L'homme que j'aimais, que j'avais épousé, n'était qu'un menteur, un manipulateur de la pire espèce. Il avait joué avec ma santé mentale, avec mon estime de moi, avec mon désir le plus profond d'être mère. Mais très vite, la colère reprit le dessus. Je n'allais pas me laisser faire. Je n'allais pas continuer à subir cette situation. Pierre allait payer pour ce qu'il m'avait fait. Je devais juste trouver le moyen de le confondre, de lui faire payer cette humiliation. C'est alors que je me souvins que notre anniversaire de mariage approchait. Dans 1 semaine exactement, cela ferait 5 ans que nous nous étions dit oui devant Dieu et devant les hommes. Pierre avait organisé un dîner familial pour l'occasion, avec ses parents, ses frères et sœurs. Ce serait l'occasion parfaite pour révéler la vérité devant tout le monde. Mais d'abord, j'avais besoin de preuves irréfutables. Je photographiai tous les documents que j'avais trouvés, puis je les remis soigneusement à leur place. Pierre ne devait pas se douter que j'avais découvert son secret. Pas encore. Le lendemain, je pris rendez-vous chez un autre gynécologue, loin de Paris, pour avoir enfin un vrai diagnostic. J'étais terrifiée à l'idée de découvrir que j'avais réellement un problème de fertilité. Mais j'avais besoin de savoir la vérité. Le docteur Lemoine, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, me reçut dans son cabinet lyonnais. Je lui expliquai ma situation sans mentionner les documents que j'avais découverts. Elle me fit passer une série d'examens approfondis. 2 jours plus tard, j'eus les résultats.
J'étais parfaitement fertile. Mes ovaires fonctionnaient normalement, mes trompes étaient libres, mes hormones étaient équilibrées. Il n'y avait aucune raison médicale qui m'empêchait de concevoir un enfant. En entendant cette nouvelle, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'étais soulagée, bien sûr, mais en même temps dévastée par l'ampleur de la manipulation dont j'avais été victime. Le docteur Lemoine me regardait avec curiosité. « Madame Dubois ?» me dit-elle. « Puis-je vous demander qui vous a fait croire que vous étiez stérile ? Ces résultats sont formels. Vous n'avez aucun problème de fertilité. » Je lui expliquai brièvement ma situation, sans rentrer dans les détails de ce que j'avais découvert. Elle sembla outrée par ce qu'elle entendait. « Ce que vous décrivez est inacceptable, » me dit-elle. « Un médecin qui ment à sa patiente commet une faute professionnelle grave. Vous devriez porter plainte auprès de l'ordre des médecins. » J'acquiesçai, mais j'avais d'autres priorités pour le moment. Je devais d'abord régler mes comptes avec Pierre. Ensuite, j'aviserais pour les poursuites judiciaires. En rentrant à Paris, j'avais un plan. J'allais prendre Pierre à son propre jeu. S'il pouvait mentir et manipuler, moi aussi. J'allais lui faire croire que j'étais enceinte et révéler la vérité devant toute sa famille lors de notre anniversaire de mariage. Je me rendis dans une clinique privée où je demandais à passer une échographie. Je expliquai à la technicienne que j'avais des doutes sur une grossesse très précoce. Elle accepta de me faire l'examen, même si elle me précisa qu'il était encore trop tôt pour voir quoi que ce soit. Mais ce n'était pas grave. J'avais juste besoin de l'image d'une échographie. Sur l'écran, on ne voyait qu'une masse sombre et floue, mais c'était suffisant pour mon plan. Je demandai à la technicienne si elle pouvait imprimer l'image. « Mais madame, » me dit-elle, « il n'y a rien à voir sur cette échographie. Vous n'êtes pas enceinte. »« Je sais, » répondis-je. « J'en ai besoin pour rassurer mon mari. C'est compliqué. » Elle me regarda étrangement mais accepta d'imprimer l'image. J'avais maintenant tout ce qu'il me fallait pour mon plan. De retour à l'appartement, je me comportais normalement avec Pierre. Je ne laissais rien paraître de ma découverte. Il continuait à me mentir, à me culpabiliser, à prétendre que notre situation était de ma faute. Mais maintenant, ces mots ne m'atteignaient plus. J'étais blindée par la colère et la détermination. Les jours qui suivirent furent particulièrement difficiles. Vivre avec quelqu'un en sachant qu'il vous ment sur quelque chose d'aussi fondamental était épuisant. J'avais envie de lui hurler sa vérité à la figure, de lui montrer les documents que j'avais trouvés, mais je me retenais. Mon plan était plus important. Pierre, lui, semblait de plus en plus nerveux. Il recevait des appels étranges, sortait souvent le soir sous prétexte de réunions professionnelles. Je savais maintenant qu'il allait voir sa maîtresse. Cette pensée me révoltait, mais elle renforçait aussi ma détermination. La veille de notre anniversaire de mariage, je fis une découverte supplémentaire. En fouillant dans ses mails, je tombai sur un échange avec Sylvie, sa maîtresse. Elle était enceinte. Enceinte de Pierre, cet homme soi-disant stérile. Elle lui demandait de prendre ses responsabilités, de quitter sa femme pour l'épouser. Cette révélation fut le coup de grâce. Non seulement Pierre m'avait menti sur sa stérilité, mais il avait réussi à mettre enceinte sa maîtresse. Il allait être père, mais pas avec moi, avec une autre femme. Cette injustice était insoutenable. Le jour J arriva enfin. Pierre avait réservé une table dans un restaurant chic du 16e arrondissement. Toute sa famille était présente. Ses parents, ses 2 frères avec leurs épouses, sa sœur avec son mari, une quinzaine de personnes en tout. L'atmosphère était festive, chacun félicitait Pierre pour ses 5 années de mariage réussi. Moi, j'étais d'un calme olympien. J'avais l'échographie dans mon sac et j'attendais le bon moment pour frapper. Pierre, lui, semblait tendu. Il buvait plus que d'habitude et évitait mon regard. Sentait-il que quelque chose se préparait ? Sa mère, comme à son habitude, ne put s'empêcher de faire une allusion à notre absence d'enfant. « Alors, mes chéris, » dit-elle avec son sourire maternel, « après 5 ans de mariage, nous attendons toujours des nouvelles d'un petit enfant. » Pierre détourna le regard, visiblement embarrassé. « Maman, » dit-il, « on en a déjà parlé, ce n'est pas si simple. »« Je ne comprends pas, » insista sa mère. « Vous êtes jeune, en bonne santé, qu'est-ce qui vous empêche ?» C'était le moment que j'attendais. Je me levai lentement, mon verre à la main. Tout le monde me regarda, surpris par ce geste solennel. « Justement, » dis-je d'une voix claire, « j'ai une annonce à vous faire. Je voudrais lever mon verre à notre futur bébé. » Un silence stupéfait s'abattit sur la table. Pierre me regardait, bouche bée, le visage livide. Sa mère applaudit de joie, mais Pierre l'arrêta d'un geste brusque. « Camille, » dit-il d'une voix tremblante, « qu'est-ce que tu racontes ? C'est impossible, tu es stérile. » Et là, devant toute sa famille médusée, je sortis l'échographie de mon sac et la posai calmement sur la table. Le silence qui suivit fut assourdissant.
On aurait pu entendre une mouche voler. Le visage de Pierre passa par toutes les couleurs, du blanc livide au rouge écarlate, puis de nouveau au blanc. Ses mains tremblaient si fort qu'il renversa son verre de vin sur la nappe blanche. Sa mère, qui s'était levée pour m'embrasser, s'arrêta net en voyant l'expression de son fils. « Pierre ?» demanda son père Marcel d'une voix inquiète. « Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais être heureux. » Pierre me fixait avec un regard où se mêlaient la panique et la rage. Il savait que je ne pouvais pas être enceinte, puisque selon lui, j'étais stérile. Mais il ne pouvait pas le dire devant sa famille sans révéler ses propres mensonges. Il était pris au piège de sa propre supercherie. « Camille » articula-t-il difficilement. « On peut en parler en privé ?»« Pourquoi ?» répliquai-je innocemment. « N'es-tu pas heureux de cette nouvelle ? Après tout, c'est ce que nous voulions depuis si longtemps. » Sa sœur Anne se pencha vers l'échographie avec curiosité. « Oh mon Dieu, c'est vraiment votre bébé !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Je ne vois pas grand-chose sur l'image, mais c'est tellement émouvant. C'est encore très tôt, » expliquai-je calmement. « Seulement quelques semaines, mais le médecin a confirmé. » Pierre se leva brusquement, renversant sa chaise. « Excusez-moi, » marmonna-t-il. « J'ai besoin de prendre l'air. » Il sortit précipitamment du restaurant, me laissant seul avec sa famille qui me regardait avec un mélange d'incompréhension et de joie. Sa mère, Françoise, vint s'asseoir à côté de moi. « Ma chérie, » me dit-elle en me prenant la main, « ne t'inquiète pas. Pierre est juste sous le choc. C'est normal, pour un futur papa. Il va revenir, et il sera le plus heureux des hommes. Si seulement elle savait. » Je souris poliment, jouant parfaitement mon rôle de future maman comblée. Mais intérieurement, je jubilais. Pierre était en train de paniquer, et c'était exactement ce que je voulais. Après 3 ans de mensonges et de manipulations, c'était à mon tour de le faire souffrir. « Raconte-nous, » insista Anne. « Comment tu as découvert que tu étais enceinte? Tu avais des symptômes ?» J'improvisais une histoire plausible. Des nausées matinales, de la fatigue, un retard de règles. Toute la famille buvait mes paroles, heureuse de cette nouvelle qu'elle attendait depuis si longtemps. Seul le père de Pierre, Marcel, semblait perplexe. Il me regardait avec attention, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose. « Camille, » me dit-il finalement, « pardonne-moi d'être indiscret, mais Pierre nous avait dit que vous aviez des difficultés à concevoir, que les médecins avaient diagnostiqué un problème de fertilité, oui, complétai-je. C'est pour ça que cette grossesse est d'autant plus miraculeuse. Les médecins parlent parfois de miracle médical. Ce n'était pas complètement faux. Si j'avais été réellement enceinte, cela aurait effectivement été un miracle, compte tenu de ce qu'on m'avait fait croire pendant 3 ans. Pierre finit par revenir, le visage fermé et les traits tirés. Il avait visiblement passé plusieurs coups de téléphone. Je le soupçonnais d'avoir appelé sa maîtresse Sylvie pour lui raconter ce qui venait de se passer. L'idée qu'il était obligé de mentir à sa maîtresse comme il m'avait menti à moi me procurait une satisfaction sadique. « Alors, mon chéri, » dit sa mère en le voyant revenir, « tu es calmé? Tu réalises que tu vas être papa ?» Pierre me jeta un regard noir avant de se forcer à sourire. « Oui, » dit-il d'une voix étranglée, « c'est merveilleux. » Il se rassit à côté de moi, mais son corps était tendu comme un arc. Je sentais la rage qui émanait de lui. Il savait que je jouais avec lui, mais il ne pouvait rien faire sans s'exposer. La situation était délicieuse. Le repas se poursuivit dans une atmosphère étrange. D'un côté, la famille de Pierre célébrait joyeusement cette grossesse surprise. De l'autre, Pierre et moi nous livrions un duel silencieux. Chaque fois qu'un membre de sa famille me posait une question sur la grossesse, je voyais Pierre se crisper davantage. « Il faudra que vous choisissiez la chambre du bébé », suggéra sa belle-sœur Mathilde. « Vous avez une préférence pour la couleur ? » « Pas encore », répondis-je. Mais Pierre a déjà plein d'idées. « N'est-ce pas, chérie ?» Pierre hocha la tête mécaniquement, incapable de prononcer un mot. Sa mère rayonnait de bonheur. « Je vais pouvoir enfin tricoter des petits chaussons », s'exclama-t-elle. « Et acheter des jouets. Oh, j'ai tellement hâte. »« Maman, » intervint finalement Pierre, « il ne faut pas s'emballer. C'est encore très tôt et les premiers mois sont toujours délicats. »« Tu as raison, » admit Françoise. « Il faut être prudent, mais je suis si heureuse. Après 5 ans de mariage, enfin. Après 5 ans de mariage. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme une accusation. 5 ans de mariage, dont 3 passés dans le mensonge et la manipulation. 3 ans où j'avais cru que j'étais défaillante, responsable de notre échec à concevoir un enfant. Le dessert fut servi, mais Pierre n'y toucha pas. Il était livide et semblait au bord de la nausée. À plusieurs reprises, je le vis jeter des coups d'œil vers son téléphone, comme s'il attendait un message urgent. « Pierre » lui demanda son frère aîné, Vincent. « Tu ne manges pas ? Tu es tout pâle. » « C'est l'émotion », répondit sa mère à sa place.
Mon pauvre garçon est sous le choc. C'est normal. Devenir père, c'est un grand bouleversement. Si elle savait que son fils était déjà sur le point de devenir père, mais avec une autre femme. Si elle savait qu'il avait une maîtresse enceinte depuis plusieurs mois, si elle savait qu'il m'avait menti sur sa propre stérilité, que penserait-elle de son fils chéri? En fin de soirée, quand nous prîmes congé de la famille, les embrassades furent interminables. Chacun voulait me féliciter, me donner des conseils, me promettre son aide. Pierre subissait stoïquement cette avalanche de bonnes intentions, mais je voyais qu'il était à bout. Dans la voiture, pendant le trajet de retour, le silence était pesant. Pierre conduisait les mâchoires serrées, les jointures blanches sur le volant. Je sentais qu'il était sur le point d'exploser. « Camille, dit-il finalement d'une voix sourde, il faut qu'on parle. »« De quoi ?» répondis-je innocemment. « De notre futur bébé ?» Il freina brusquement et se rangea sur le côté de la route. Puis il se tourna vers moi, le visage déformé par la colère. « Arrête ton cinéma !» cria-t-il. « Tu n'es pas enceinte, c'est impossible. »« Et pourquoi ce serait impossible ?» demandai-je calmement. « Parce que tu es stérile. Les médecins l'ont confirmé. » « Quel médecin ? Le docteur Moreau ?» La mention de ce nom le fit sursauter. Il réalisa qu'il venait de se trahir. S'il était si catégorique sur ma stérilité, c'est qu'il connaissait forcément la vérité. « Camille, reprit-il d'une voix plus douce, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu sais très bien que nous avons des problèmes de fertilité. Cette échographie, d'où sort-elle ? D'une clinique privée ? Répondis-je. J'ai fait l'examen hier. Tu veux que je te donne le nom du médecin ? Il me regarda avec méfiance. Tu mens, dit-il. Tu ne peux pas être enceinte. Et pourquoi pas ? Parce que c'est toi qui es stérile. Ces mots claquèrent dans l'habitacle comme une gifle. Pierre devint livide et se mit à bégayer. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai trouvé tes résultats d'analyse, Pierre, cachés dans ta table de nuit. Azoospermie, stérilité masculine complète. Il s'effondra littéralement dans son siège. Ses mains tremblaient et sa respiration devint saccadée. Il venait de comprendre que son château de cartes s'écroulait. « Camille, » murmura-t-il, « je peux tout t'expliquer. » « M'expliquer quoi ? Comment tu m'as menti pendant 3 ans ? Comment tu m'as fait croire que j'étais stérile ? Comment tu as acheté le silence d'un médecin pour me faire culpabiliser ? Tu ne comprends pas, balbutia-t-il. C'était compliqué et je... Compliqué ? L'interrompis-je. Tu sais ce qui est compliqué ? C'est de vivre 3 ans en se croyant responsable de l'échec de son couple. C'est de supporter tes reproches, tes remarques, tes soupirs de déception. C'est de se regarder dans le miroir chaque matin en se disant qu'on est une femme défaillante. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de libération aussi. Enfin, je pouvais lui dire ces 4 vérités. « Camille, s'il te plaît, implora-t-il, laisse-moi t'expliquer. C'est vrai, je suis stérile. Je l'ai appris il y a 3 ans, peu après qu'on a commencé à essayer d'avoir un enfant. J'étais désespérée, j'avais honte. Honte, ricanai-je. Tu avais honte, alors tu as préféré que ce soit moi qui porte cette honte ? Tu as préféré que je me déteste plutôt que d'assumer ta propre condition ? Ce n'est pas si simple, cria-t-il. Tu sais ce que ça représente pour un homme d'apprendre qu'il est stérile ? C'est comme si on vous coupait en 2. Et tu crois que c'est différent pour une femme ? Tu crois que j'ai moins souffert que toi ? Il baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Non, murmura-t-il, mais j'étais perdu. Je ne savais pas comment te l'annoncer. Et puis, il y a eu cette histoire avec Sylvie. Ah, Sylvie, m'exclamai-je. Ta maîtresse, celle qui est enceinte de toi. Il sursauta violemment. Comment tu sais ça ? J'ai lu vos mails, toute votre correspondance. Elle te demande de quitter ta femme pour l'épouser, n'est-ce pas ? Pierre se prit la tête entre les mains. Camille, gémit-il, je suis désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Avec Sylvie, c'était juste une aventure au début. Je ne pensais pas qu'elle tomberait enceinte. Mais elle est tombée enceinte, hurlai-je. Non, elle a réussi à tomber enceinte de toi, alors que tu m'as fait croire pendant 3 ans que tu étais stérile. J'ai refait des analyses, avoua-t-il piteusement. Il y a 6 mois, le médecin a dit que c'était exceptionnel, que parfois la stérilité n'est pas définitive. Dans de très rares cas, la production de spermatozoïdes peut reprendre partiellement. Et tu ne m'as rien dit, explosai-je. Tu as préféré continuer à me mentir, même quand tu as su que tu pouvais redevenir fertile. Il leva vers moi un regard suppliant. Camille, à ce moment-là, Sylvie était déjà enceinte. Si je t'avais dit la vérité, tu aurais voulu qu'on essaie tout de suite d'avoir un enfant. Comment j'aurais pu gérer ça ? En étant honnête, en me disant la vérité, en me laissant choisir. Tu ne comprends pas ?
répéta-t-il. J'étais pris au piège. D'un côté, Sylvie me menaçait de tout révéler si je ne quittais pas ma femme. De l'autre, je ne pouvais pas te dire la vérité sans avouer ma liaison. J'étais coincée. « Alors tu as préféré me sacrifier ?» crachai-je. « Tu as préféré que je continue à croire que j'étais stérile. Tu as préféré que je me détruise plutôt que d'assumer tes propres erreurs. » Le silence retomba dans la voiture. Pierre pleurait maintenant, de grosses larmes qui coulaient sur ses joues. Mais je n'éprouvais aucune pitié pour lui. Il avait fait son choix. Pendant 3 ans, il avait choisi de me mentir, de me manipuler, de me détruire psychologiquement. « Camille, dit-il finalement, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'aurais dû te dire la vérité dès le début. Mais maintenant, on peut repartir sur de bonnes bases. On peut divorcer à l'amiable. Et tu pourras refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Tu pourras avoir les enfants que tu veux. »« Divorcer ?» répétai-je, incrédule. « Tu crois vraiment que ça va être aussi simple ? Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Tu vas payer pour ces 3 années de mensonges et de manipulation. Tu vas payer pour m'avoir fait croire que j'étais défaillante. Tu vas payer pour avoir acheté le silence d'un médecin. Tu vas payer pour avoir détruit ma confiance en moi. » Il me regarda avec une expression de panique croissante. « Camille, balbutia-t-il, qu'est-ce que tu comptes faire ? D'abord, dis-je calmement, je vais porter plainte contre toi et contre le docteur Moreau. Corruption, exercice illégal de la médecine, manipulation, violence psychologique. Mes avocats se trouveront sûrement d'autres qualifications. »« Mes avocats ?» répéta-t-il, abasourdi. « Oui, j'ai pris contact avec le cabinet Martineau & Associés. Ils sont spécialisés dans les affaires de manipulation conjugale. Ils m'ont dit que mon dossier était en béton. Ce n'était pas vrai, mais Pierre n'avait pas besoin de le savoir. Je voulais qu'il panique, qu'il réalise l'ampleur des conséquences de ses actes. Ensuite, poursuivis-je, je vais demander le divorce aux torts exclusifs. Tu vas perdre une bonne partie de tes biens et tu vas me verser une pension alimentaire conséquente. Camille, supplia-t-il, sois raisonnable. Je sais que j'ai eu tort, mais à quoi ça servirait de me détruire ? On peut s'arranger, discuter. »« M'arranger ?» ricanai-je. « Comme tu t'es arrangé avec ta conscience pendant 3 ans ? » ?»« Non, Pierre, le temps des arrangements est terminé. Et pour l'échographie ?» demanda-t-il soudain. « Tu n'es pas vraiment enceinte, n'est-ce pas ?» Je souris cruellement. « Bien sûr que non. Mais tu sais quoi ? Je pourrais l'être. J'ai consulté un vrai gynécologue. Un vrai. Mes ovaires fonctionnent parfaitement. Je suis en pleine santé reproductive. Alors pourquoi cette mascarade ? Pour te faire ressentir une infime partie de ce que j'ai ressenti pendant 3 ans. Pour te faire paniquer. Pour te faire comprendre ce que ça fait d'être pris au piège de ses propres mensonges. » Pierre resta silencieux un long moment. Puis il redémarra la voiture et nous rentrâmes à l'appartement dans un silence de plomb. Une fois à la maison, il se dirigea directement vers son bureau et ferma la porte. Je l'entendis passer plusieurs coups de téléphone, sa voix alternant entre la colère et la supplication. Il devait appeler Sylvie, puis peut-être ses parents pour essayer de limiter les dégâts. Moi, je m'installais dans le salon avec un verre de vin et j'appelais ma sœur Lucie. Il était temps que quelqu'un connaisse la vérité. « Lucie ?» dis-je quand elle décrocha. « Il faut que je te raconte quelque chose. Tu vas avoir du mal à le croire. » Je lui narrai toute l'histoire, depuis ma découverte des documents jusqu'à la scène du restaurant. Ma sœur était abasourdie. « Mon Dieu, Camille, » me dit-elle. « Je savais que Pierre était égoïste, mais à ce point, c'est monstrueux. Tu vas vraiment porter plainte ? » ?»« Absolument. Il va payer pour ce qu'il m'a fait. Et tu vas demander le divorce ? » ?»« Évidemment. Je ne peux plus rester avec lui après ça. »« Tu as bien fait de le confondre devant sa famille, » ajouta Lucie. « Au moins, ils savent maintenant qui est vraiment leur fils. » Nous parlâmes encore longtemps. Ma sœur me proposa de venir chez elle le temps que je me retourne. J'acceptais volontiers. Je n'avais plus envie de rester dans cet appartement avec Pierre. Vers minuit, Pierre sortit de son bureau. Il avait l'air hagard, les cheveux en bataille et les yeux rougis. Il s'approcha de moi avec prudence. « Camille, » dit-il d'une voix suppliante, « je viens de parler à Sylvie. Elle accepte de garder le secret sur sa grossesse. On peut encore arranger les choses. »« Arranger les choses ?» répétai-je, incrédule. « Tu crois vraiment que le problème, c'est ta maîtresse ? » ?»« Non, bien sûr que non. Mais si elle ne dit rien, personne ne saura pour l'enfant. On peut divorcer discrètement, et tu pourras refaire ta vie. Tu ne comprends vraiment rien, soupirai-je. Le problème, ce n'est pas que tu aies une maîtresse enceinte. Le problème, c'est que tu m'as menti et manipulé pendant 3 ans. Le problème, c'est que tu as détruit ma confiance en moi. Le problème, c'est que tu as acheté le silence d'un médecin pour me faire croire que j'étais stérile. Je sais, admit-il, et je le regrette.
Mais on ne peut pas revenir en arrière. La seule solution, c'est de tourner la page. Pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Il s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» gémit-il. « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. »« Non, » dis-je calmement, « mais tu peux en payer les conséquences. » Cette nuit-là, je dormis dans la chambre d'amis. J'avais verrouillé la porte et j'entendis Pierre tourner en rond dans l'appartement jusqu'au petit matin. Il semblait avoir réalisé que sa vie soigneusement organisée était en train de s'écrouler. Le lendemain matin, je fis mes bagages. Pierre me regardait faire, l'air désespéré. « Tu pars ?» me demanda-t-il. « Chez ma sœur, le temps que les avocats s'occupent du divorce. »« Camille, » dit-il en me saisissant le bras, « je t'en prie, ne fais pas ça. On peut s'en sortir. On peut tout recommencer. » Je me dégageai de son emprise. « Non, Pierre, il est trop tard. Tu as fait des choix. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. » « Et mes parents ?» demanda-t-il soudain. « Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils croient que tu es enceinte. »« Ça, » répondis-je en refermant ma valise. « C'est ton problème. Tu n'avais qu'à y penser avant. » En partant, je me retournai une dernière fois vers cet appartement qui avait été mon foyer pendant 5 ans. Mais ce n'était plus chez moi. C'était le théâtre de 3 années de mensonges et de manipulations. J'étais enfin libre de m'en aller. Pierre était resté sur le seuil, immobile, me regardant partir. Pour la première fois depuis 3 ans, je n'éprouvais aucune pitié pour lui. Il avait fait son lit. Maintenant, il allait s'y coucher. En fermant la porte derrière moi, je savais que ma vie venait de basculer. Mais cette fois, c'était moi qui tenais les rênes. Pierre allait découvrir ce que signifiait vraiment payer pour ses actes. Chez ma sœur Lucie, dans son petit appartement de Montmartre, je retrouvai enfin un semblant de paix. Pour la première fois depuis 3 ans, je dormis d'un sommeil profond et réparateur. Fini les nuits blanches à me torturer l'esprit, à me demander ce qui clochait chez moi. Je connaissais maintenant la vérité, et même si elle était douloureuse, elle était libératrice. Lucie avait pris quelques jours de congé pour m'accompagner dans mes démarches. Dès le lundi matin, nous nous rendîmes au cabinet d'avocats que j'avais contacté. Maître Catherine Martineau était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à la réputation redoutable. Elle était spécialisée dans les affaires de violence conjugale psychologique, un domaine qui prenait de plus en plus d'ampleur dans la jurisprudence française. « Madame Dubois, » me dit-elle après avoir écouté mon récit, « votre cas est particulièrement grave. La manipulation psychologique que vous avez subie pendant 3 ans constitue indéniablement une forme de violence conjugale. De plus, la corruption d'un professionnel de santé aggrave considérablement la situation. » Elle examina attentivement les documents que j'avais apportés, les résultats d'analyse de Pierre, les mails échangés avec le docteur Moreau, les preuves de sa liaison avec Sylvie. « Ces éléments constituent un dossier solide, » poursuivit-elle. « Nous allons procéder en 2 temps. D'abord, le dépôt de plainte au pénal pour manipulation et corruption. Ensuite, la procédure de divorce aux torts exclusifs. Quelles sont mes chances ? Demandai-je. Excellente. La jurisprudence récente reconnaît de plus en plus la violence psychologique comme un délit à part entière. Et dans votre cas, nous avons des preuves tangibles. » Nous passâmes la matinée à préparer les dossiers. Maître Martineau m'expliqua en détail la procédure qui nous attendait. Ce ne serait pas facile, mais j'étais déterminée à aller jusqu'au bout. L'après-midi même, nous nous rendîmes au commissariat du 18e arrondissement pour déposer plainte. Le capitaine Moreau, aucun lien avec le médecin qui nous reçut, sembla d'abord perplexe. « Madame, » me dit-il, « je comprends votre colère, mais est-ce que tout cela mérite vraiment une plainte au pénal ? Après tout, c'est un problème conjugal. » Maître Martineau intervint fermement. « Capitaine, la manipulation psychologique est reconnue comme une forme de violence conjugale depuis la loi de 2010. De plus, nous avons ici corruption d'un professionnel de santé, ce qui constitue un délit grave. » Le policier prit finalement ma déposition dans les règles. Je racontai tout, depuis le début. Les mensonges de Pierre, la complicité du médecin, les 3 années de culpabilisation. C'était épuisant de revivre tout ça, mais nécessaire. En sortant du commissariat, je me sentais vidée mais soulagée. J'avais franchi le Rubicon. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pierre, de son côté, ne restait pas inactif. Il m'appelait sans arrêt, m'envoyait des messages de plus en plus désespérés. Il alternait entre les excuses, les menaces et les promesses. Je ne répondais à aucun de ses appels. Le mercredi, Lucie me montra un article paru dans le Figaro. Un entrefilet de quelques lignes seulement, mais qui me fit froid dans le dos. Un avocat parisien mis en examen pour corruption et manipulation conjugale. L'affaire commençait à s'ébruiter dans le milieu juridique. « Tu crois que c'est Pierre ?» me demanda ma sœur. « Forcément.
Mon dossier a dû arriver sur le bureau du procureur. En effet, le soir même, Pierre débarqua chez Lucie. Il était dans un état lamentable. Barbe de 3 jours, vêtements froissés, regard hagard. Ma sœur voulut l'empêcher d'entrer, mais je lui dis de le laisser faire. Il fallait que nous ayons cette conversation. « Camille, » dit-il en s'effondrant sur le canapé, « ils m'ont convoqué au commissariat. Les journalistes commencent à poser des questions. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? » « Je me rends parfaitement compte, » répondis-je calmement. « C'est exactement ce que je voulais. »« Mais tu vas me détruire, » cria-t-il. « Ma carrière, ma réputation, tout. Comme tu m'as détruite pendant 3 ans, ce n'est pas pareil. »« Ah bon ? Et pourquoi ?» Il se prit la tête entre les mains. « Parce que toi, tu peux recommencer, tu es jeune, tu peux refaire ta vie. Moi, si cette affaire éclate, je suis fini. Plus aucun cabinet ne voudra de moi. Tu aurais dû y penser avant. Camille, reprit-il d'une voix suppliante, je suis prêt à tout. Je divorcerai, je te donnerai tout ce que tu veux. Je disparaîtrai de ta vie. Mais retire ta plainte, s'il te plaît. Non, qu'est-ce que tu veux de plus? De l'argent? Je peux t'en donner. Une maison? Je t'achèterai ce que tu veux. Tu ne comprends vraiment rien, soupirai-je. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice. De justice? Explosa-t-il. Tu appelles ça de la justice? Tu veux ma peau? Je veux que tu paies pour ce que tu m'as fait. Point final. Il me regarda avec une haine que je ne lui avais jamais vue. Tu sais quoi, Camille? Tu n'es qu'une garce. Une garce vindicative qui veut se venger parce que son petit cœur a été brisé. Peut-être, admis-je. Mais au moins, je ne suis pas une menteuse et une manipulatrice. Tu crois que tu es parfaite? Cracha-t-il. Tu crois que tu n'as jamais rien fait de mal? Je n'ai jamais menti à mon conjoint sur quelque chose d'aussi fondamental. Je n'ai jamais eu de liaison. Je n'ai jamais corrompu un médecin pour faire croire à ma femme qu'elle était stérile. Pierre resta silencieux un moment, puis il se leva brutalement. « Très bien, » dit-il. « Tu veux la guerre? Tu l'auras. Mes avocats vont éplucher ta vie dans les moindres détails. Si tu as la moindre faille, ils la trouveront. »« Parfait, » répliquai-je. « J'ai la conscience tranquille. » Il partit en claquant la porte. Lucie, qui avait assisté à toute la scène depuis la cuisine, vint s'asseoir à côté de moi. « Tu crois qu'il va essayer de te nuire ?» me demanda-t-elle. « Probablement. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a rien contre moi. Il peut inventer des choses. Ses mensonges finiront par se retourner contre lui. Plus il mentira, plus il s'enfoncera. » Les jours suivants me donnèrent une raison. Pierre et ses avocats tentèrent effectivement de salir ma réputation. Ils prétendirent que j'étais instable psychologiquement, que j'avais inventé toute cette histoire par dépit amoureux. Ils allèrent même jusqu'à suggérer que j'avais falsifié les documents. Mais maître Martineau avait tout prévu. Elle avait fait expertiser les analyses médicales de Pierre par un laboratoire indépendant. L'authenticité était indiscutable. De plus, elle avait obtenu les relevés téléphoniques qui prouvaient les contacts répétés entre Pierre et le docteur Moreau. Le docteur Moreau, de son côté, commençait à paniquer. Convoqué par l'ordre des médecins, il tenta d'abord de nier. Puis, confronté aux preuves, il finit par avouer. Il expliqua que Pierre l'avait payé 10 000 € pour qu'il me fasse de faux diagnostics. Le médecin était criblé de dettes à cause d'une addiction au jeu, et l'argent de Pierre lui avait permis de rembourser ses créanciers. Cette confession fut un coup de massue pour la défense de Pierre. Son avocat, maître Dufresne, un homme réputé du barreau parisien, commença à prendre ses distances. Défendre un client qui avait corrompu un médecin pour manipuler sa femme n'était pas bon pour sa réputation. L'affaire prit une tournure médiatique quand le Parisien publia un article détaillé sur l'affaire. Le titre était sans équivoque. Il fait croire à sa femme qu'elle est stérile pendant qu'il met sa maîtresse enceinte. L'article, bien qu'anonymisant les noms, était suffisamment précis pour que tout l'entourage professionnel de Pierre comprenne de qui il s'agissait. Les conséquences ne tardèrent pas. Le cabinet d'avocats où travaillait Pierre le suspendit immédiatement. Sa hiérarchie ne pouvait pas se permettre d'être associée à un tel scandale. Pierre se retrouva du jour au lendemain sans travail et sans revenu. Sa famille, elle, était sous le choc. Sa mère m'appela en pleurs. « Camille », me dit-elle d'une voix brisée. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que Pierre n'a pas fait ça. » J'eus pitié de cette femme qui voyait l'image de son fils s'effondrer. « Madame Dubois », lui répondis-je doucement, « je sais que c'est dur à accepter, mais Pierre m'a menti pendant 3 ans. Il m'a fait croire que j'étais stérile, alors que c'était lui le problème. Mais pourquoi ?» sanglota-t-elle. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Pour préserver sa liaison avec sa maîtresse, pour éviter d'assumer ses responsabilités.
Elle raccrocha sans un mot de plus. Je la comprenais. Apprendre que son fils était capable d'une telle cruauté devait être insupportable. Son père, Marcel, eut une réaction différente. Il me rendit visite quelques jours plus tard. C'était un homme droit, ancien militaire, pour qui l'honneur était sacré. « Camille, me dit-il, je ne viens pas pour défendre Pierre. Ce qu'il a fait est impardonnable. Je viens pour vous présenter mes excuses. » « Vos excuses? Mais vous n'y êtes pour rien. » « Si, en partie. J'ai élevé ce garçon. Visiblement, je me suis trompée quelque part. Monsieur Dubois, lui dis-je, Pierre est un adulte. Il a fait ses choix. Vous n'êtes pas responsable de ses actes. Peut-être, mais j'aurais dû voir qu'il mentait. Quand on m'a dit que vous aviez des problèmes de fertilité, j'ai trouvé ça étrange. Vous aviez l'air si épanoui avant votre mariage. Nous parlâmes longtemps. Marcel était un homme bien, et je regrettais de le faire souffrir. Mais Pierre avait entraîné toute sa famille dans sa chute. Pendant ce temps, la procédure judiciaire suivait son cours. Le juge d'instruction avait été saisi, et l'enquête progressait rapidement. Les preuves étaient accablantes, et Pierre ne pouvait plus nier. Sa maîtresse, Sylvie, avait également été convoquée comme témoin. Elle confirma la liaison et la grossesse, mais elle refusa de témoigner contre Pierre. Elle prétendait ne rien savoir de ses mensonges concernant ma stérilité supposée. Maître Martineau n'en croyait rien. « Cette femme ment », me dit-elle. Elle savait forcément que Pierre était marié et qu'il mentait à sa femme. Mais elle a peur pour son avenir et celui de son enfant. L'enfant. Cette pensée me hantait. Pierre allait être père, mais pas avec moi. L'ironie de la situation était cruelle. Pendant que je me culpabilisais de ne pas pouvoir lui donner d'enfant, il en faisait un avec une autre femme. « Vous savez, » me dit un jour maître Martineau, « vous pourriez encore avoir des enfants. Vous êtes jeune, en bonne santé. Cette épreuve ne doit pas vous empêcher de réaliser votre rêve de maternité. Pour l'instant, répondis-je, je veux juste que justice soit rendue. Le reste viendra après. Vous avez raison. Une chose à la fois. » Pierre tenta une dernière manœuvre désespérée. Il contacta un journaliste pour donner sa version des faits. Il se présenta comme un homme acculé, victime d'une femme vindicative qui voulait le détruire. Il prétendait avoir menti par amour, pour me protéger de la vérité sur sa stérilité. L'article parut dans un journal People peu scrupuleux. Le titre était « La vengeance d'une épouse trompée. Elle veut détruire la carrière de son mari ». Pierre y jouait les victimes, expliquant qu'il avait voulu m'épargner la douleur de savoir qu'il était stérile. Maître Martineau entra dans une colère noire en lisant l'article. « Cette fois, il est allé trop loin », me dit-elle. « Mentir dans les médias va se retourner contre lui. Nous allons porter plainte pour diffamation. » Effectivement, cette sortie médiatique fut une erreur tactique majeure. Le procureur y vit une tentative de manipulation de l'opinion publique et décida d'accélérer la procédure. Pierre fut convoqué pour une confrontation avec le docteur Moreau. Les deux hommes s'accusèrent mutuellement, chacun essayant de minimiser sa propre responsabilité. Le médecin affirma que Pierre l'avait menacé s'il refusait de mentir. Pierre prétendait que le docteur avait proposé lui-même ce stratagème contre rémunération. La vérité importait peu. Les deux hommes étaient coupables, et ils le savaient. Sylvie, de son côté, commençait à prendre ses distances avec Pierre. Enceinte de 6 mois, elle réalisait qu'être associée à ce scandale nuirait à son avenir professionnel. Elle travaillait dans une banque d'investissement où l'image était primordiale. Elle finit par accepter de témoigner contre Pierre en échange d'une immunité partielle. Elle révéla que Pierre lui avait effectivement parlé de ses mensonges concernant ma stérilité. Elle savait que j'étais manipulée, mais elle s'en fichait. Tout ce qui l'intéressait, c'était que Pierre quitte sa femme pour l'épouser. Cette trahison acheva de briser Pierre. L'homme qui se croyait si malin, si manipulateur, se retrouvait abandonné par tous. Sa famille lui tournait le dos, ses collègues l'évitaient, sa maîtresse le lâchait. Il était seul face à la justice. Un matin, en lisant Le Figaro, je tombais sur un article qui me fit sursauter. Pierre avait été hospitalisé d'urgence la veille au soir. Il avait tenté de se suicider en ingérant une forte dose de somnifère. Malgré tout ce qu'il m'avait fait subir, cette nouvelle me bouleversa. Je n'avais jamais voulu qu'il en arrive là. Je voulais qu'il paie pour ses actes, pas qu'il meure. Je me rendis à l'hôpital Bichat où il était soigné. L'infirmière me dit qu'il était hors de danger, mais qu'il refusait de voir quiconque. « Je suis sa femme », insistai-je. Enfin, presque ex-femme. Je voudrais juste m'assurer qu'il va bien. On me laissa entrer dans sa chambre. Pierre était allongé sur le lit, le visage blême et les yeux cernés. En me voyant, il détourna le regard. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» me demanda-t-il d'une voix faible. « M'assurer que tu vas bien. »« Tu t'inquiètes pour moi ?»
ricana-t-il amèrement. Après tout ce que tu m'as fait, après tout ce que je t'ai fait, répétai-je, incrédule. Pierre, même maintenant, tu refuses d'assumer tes responsabilités. Je n'avais pas le choix, cria-t-il soudain. Tu ne comprends pas la pression que j'avais. Sylvie qui me menaçait, toi qui voulais un enfant à tout prix. J'étais coincée. Tu avais le choix de dire la vérité et perdre tout ce que j'avais construit, ma carrière, ma réputation, ma famille. Tu as tout perdu quand même. En plus, tu m'as entraîné dans ta chute. Il resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix à peine audible, il murmura « Je suis désolé. » Désolé de quoi? D'avoir menti? D'avoir été découvert? De m'avoir fait souffrir? De tout. C'était la première fois qu'il présentait des excuses sincères. Mais il était trop tard. Le mal était fait. « Pierre, » lui dis-je, « j'espère que tu vas t'en sortir. Mais notre histoire est terminée. Pour de bon. »« Je sais, » répondit-il. « Je l'ai comprise trop tard. En sortant de l'hôpital, je me sentais étrangement apaisée. Cette confrontation m'avait permis de tourner définitivement la page. Pierre était sorti de ma vie, et c'était mieux ainsi. Maître Martineau m'appela le soir même. « Le procureur souhaite accélérer la procédure, » m'annonça-t-elle. Avec cette tentative de suicide, il craint que l'opinion publique ne prenne Pierre en pitié. Il veut que le procès ait lieu rapidement. Quand? Dans 6 semaines. Pierre sera remis sur pied d'ici là. 6 semaines. Dans 6 semaines, je me retrouverai face à Pierre devant un tribunal. Cette perspective ne m'effrayait plus. Au contraire, j'avais hâte que cette justice soit enfin rendue. La machine judiciaire était en marche, et plus rien ne pourrait l'arrêter. Le procès eut lieu un mardi matin de novembre, dans la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. L'atmosphère était tendue, et malgré les efforts de la justice pour maintenir la discrétion, plusieurs journalistes étaient présents dans le public. L'affaire avait fait du bruit dans le milieu juridique et médical parisien. Pierre était assis au banc des accusés, flanqué de son nouvel avocat, Maître Roussel, un pénaliste de renom qui avait accepté de reprendre le dossier après le désistement de Maître Dufresne. Pierre avait maigri, ses cheveux avaient grisonné prématurément, et son costume, autrefois impeccable, pendait maintenant sur son corps amaigri. Il évitait soigneusement de croiser mon regard. À côté de lui se trouvait le docteur Moreau, l'air hagard et vieilli de 10 ans en quelques mois. Sa carrière était finie, l'ordre des médecins l'ayant déjà radié. Il ne lui restait plus qu'à affronter la justice pénale. Le président du tribunal, M. Leclerc, un homme d'une 60aine d'années au regard perçant, ouvrit les débats. « Monsieur Dubois, vous êtes poursuivi pour manipulation psychologique, complicité d'exercice illégal de la médecine et corruption. Docteur Moreau, vous êtes poursuivi pour exercice illégal de la médecine, établissement de faux certificats médicaux et corruption passive. » La lecture de l'acte d'accusation fut glaçante. Énumérés ainsi, froidement, les faits paraissaient encore plus sordides. 3 années de mensonges systématiques, de manipulation psychologique, de corruption d'un professionnel de santé, le tout pour permettre à Pierre de maintenir sa double vie tout en me culpabilisant. Quand le président me demanda de témoigner, je me levai avec détermination. J'avais préparé ce moment pendant des mois. Ma voix était claire et assurée. « Monsieur le Président, commençai-je, pendant 3 ans, j'ai vécu dans l'enfer de la culpabilité. Mon mari m'avait convaincu que j'étais responsable de notre incapacité à avoir des enfants. Il m'avait fait croire que j'étais défaillante, stérile, que c'était ma faute si notre couple n'évoluait pas. » Je marquai une pause, regardant Pierre qui fixait obstinément le sol. J'ai consulté le docteur Moreau en toute confiance. Cet homme, en qui j'avais placé ma confiance de patiente, m'a menti délibérément. Il m'a fait croire que mes ovaires ne fonctionnaient pas, que mes chances de concevoir étaient nulles. Tout cela contre de l'argent versé par mon mari. Le docteur Moreau se tassa sur sa chaise, incapable de soutenir mon regard accusateur. Pendant ces 3 années, poursuivis-je, j'ai sombré dans la dépression. Je me suis isolée de mes amis, j'ai perdu confiance en moi, j'ai même envisagé le suicide. Tout ça parce que 2 hommes avaient décidé de jouer avec ma santé mentale, pour des raisons purement égoïstes. Ma voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Les souvenirs de ces années de souffrance remontaient à la surface. Quand j'ai découvert la vérité, repris-je en me ressaisissant, j'ai réalisé l'ampleur de la manipulation dont j'avais été victime. Non seulement mon mari était stérile et me le cachait, mais en plus il entretenait une liaison avec une autre femme qui l'avait mise enceinte. Pendant que je me détruisais psychologiquement en me croyant responsable de notre échec, lui fondait une famille avec sa maîtresse. Un murmure parcourut l'assistance. L'avocat général, Madame Perrin, prenait des notes avec attention. Maître Martineau me succéda à la barre.
Elle présenta méthodiquement tous les éléments du dossier, les faux diagnostics, les versements d'argent du compte de Pierre vers celui du docteur Moreau, les mails échangés entre les deux hommes, les preuves de la liaison avec Sylvie. « Messieurs les jurés, déclara-t-elle, nous sommes face à un cas de manipulation psychologique d'une rare cruauté. Monsieur Dubois a sciemment détruit la santé mentale de sa femme pour préserver son confort personnel. Il a transformé un professionnel de santé en complice de ses mensonges. Cette affaire illustre parfaitement ce que peut être la violence conjugale psychologique. Quand vint le tour de la défense, Maître Roussel tenta de minimiser les faits. Il présenta Pierre comme un homme faible, dépassé par les événements, qui avait menti par lâcheté plus que par méchanceté. « Mon client reconnaît ses torts, plaida-t-il. Il a commis des erreurs graves, c'est indéniable. Mais il n'a jamais voulu faire de mal à sa femme. Il a menti par peur, par incapacité à assumer sa propre stérilité. Cette ligne de défense me révolta. Même devant un tribunal, Pierre refusait d'assumer pleinement ses responsabilités. Il se présentait encore comme une victime des circonstances. Le docteur Moreau, lui, plaida coupable. Son avocat, commis d'office, se contenta d'invoquer la détresse financière de son client pour expliquer, sans les excuser, ses actes. « Mon client était criblé de dettes », expliqua-t-il. « Il a accepté cette proposition malhonnête dans un moment de faiblesse. Il regrette profondément ses actes et souhaite présenter ses excuses à Madame Dubois. » Le docteur Moreau se leva effectivement pour me présenter ses excuses. « Madame, » dit-il d'une voix tremblante, « je sais que mes mots ne pourront jamais réparer le mal que je vous ai fait. J'ai trahi le serment d'Hippocrate. J'ai trahi votre confiance. Je le regretterai toute ma vie. Ces excuses me parurent sincères, contrairement à celles de Pierre qui n'étaient dictées que par le calcul. Les débats durèrent toute la journée. Plusieurs témoins furent entendus. Ma sœur Lucie, qui témoigna de mon état psychologique pendant ces 3 années, le docteur Lemoine, qui confirma que j'étais parfaitement fertile, et même Sylvie, la maîtresse de Pierre, qui admit connaître la situation sans l'avoir dénoncée. Sylvie était enceinte de 8 mois maintenant, et son ventre rond témoignait cruellement de la fertilité de Pierre. En la voyant, je ressentis un mélange de colère et de pitié. Cette femme portait l'enfant que j'aurais pu avoir si Pierre avait été honnête. « Madame » lui demanda l'avocat général, « saviez-vous que Monsieur Dubois mentait à sa femme sur sa stérilité ?»« Oui » répondit-elle à voix basse. « Il me l'avait dit, mais je pensais qu'il finirait par quitter sa femme. »« Et cela ne vous posait aucun problème moral ?»« J'étais amoureuse, » se justifia-t-elle. « On fait parfois des choses qu'on regrette par amour, même quand ces choses impliquent de détruire psychologiquement une autre femme. » Sylvie baissa la tête, incapable de répondre. En fin de journée, le tribunal se retira pour délibérer. L'attente fut longue et angoissante. Maître Martineau tentait de me rassurer, mais nous savions que rien n'était joué d'avance. 2 heures plus tard, le tribunal revint avec son verdict. Le silence était absolu dans la salle. Concernant Monsieur Pierre Dubois, déclara le président Leclerc, le tribunal le reconnaît coupable de manipulation psychologique conjugale, complicité d'exercice illégal de la médecine et corruption. Il est condamné à 2 ans de prison ferme, 50 000 € d'amende et 100 000 € de dommages et intérêts à verser à la partie civile. Un murmure parcourut l'assistance. Pierre s'effondra sur sa chaise, terrassé par la sentence. Concernant le docteur François Moreau, poursuivit le président, le tribunal le reconnaît coupable d'exercice illégal de la médecine, établissement de faux certificats médicaux et corruption passive. Il est condamné à 1 an de prison avec sursis, 30 000 € d'amende et 50 000 € de dommages et intérêts à verser à la partie civile. Le verdict était sévère mais juste. Pierre irait en prison, ce qui était nécessaire pour marquer la gravité de ses actes. Le docteur Moreau, lui, échappait à la prison ferme compte tenu de ses excuses sincères et de sa coopération avec la justice. En sortant du tribunal, je me sentais épuisée mais soulagée. Justice avait été rendue. Après 4 mois de procédure, l'affaire était enfin close. Les journalistes se précipitèrent vers moi, mais Maître Martineau les écarta fermement. « Ma cliente n'a aucune déclaration à faire », déclara-t-elle. « Elle souhaite maintenant tourner la page et reconstruire sa vie. » Pierre fut emmené menotté vers la prison de Fresnes. En passant devant moi, il s'arrêta un instant. « Camille, » murmura-t-il, « j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. »« Je te pardonne déjà, Pierre, » répondis-je. « Mais ça ne change rien. Tu as fait tes choix, tu en assumes maintenant les conséquences. » Il hocha la tête et se laissa emmener sans résistance. Les mois qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. La procédure de divorce fut lancée immédiatement. Compte tenu du jugement pénal,
Pierre ne put que constater ses torts exclusifs. Je récupérais l'appartement, une bonne partie de ses biens et une pension alimentaire conséquente. Mais au-delà de l'aspect matériel, c'était ma confiance en moi qu'il fallait reconstruire. Je repris un suivi psychologique pour m'aider à surmonter ces années de manipulation. Le chemin fut long, mais progressivement, je retrouvai l'estime de moi. 6 mois après le procès, je démissionnais de l'Éducation nationale pour créer une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales psychologiques. Mon expérience personnelle me donnait une légitimité particulière pour accompagner d'autres femmes dans des situations similaires. L'association que je baptisais Renaissance connut rapidement un succès important. Les témoignages affluaient, prouvant que mon cas n'était malheureusement pas isolé. Beaucoup de femmes subissaient des manipulations psychologiques sans même s'en rendre compte. Pierre, de son côté, purgeait sa peine à Fresnes. Il m'écrivait régulièrement des lettres de repentir que je ne lisais plus. Notre histoire était définitivement terminée. Sylvie avait accouché d'un petit garçon qu'elle avait prénommé Louis. Elle m'avait contacté une fois pour me présenter ses excuses. Je les avais acceptées, mais nous n'avions plus jamais eu de contact. Elle devrait élever cet enfant seule, son père étant en prison. 1 an et demi après le procès, je rencontrai Thomas. C'était un médecin urgentiste qui travaillait bénévolement pour mon association. Il m'aida à retrouver confiance en l'humanité, à croire de nouveau en l'amour sincère. Notre relation évolua lentement, Thomas respectant mon besoin de temps et d'espace. Il connaissait mon histoire et ne me jugeait pas. Au contraire, il admirait ma force et ma capacité de résilience. 2 ans plus tard, Thomas me demanda en mariage. Cette fois, je savais que je pouvais lui faire confiance. Il n'y avait aucun mensonge entre nous, aucune manipulation. Juste de l'amour vrai et du respect mutuel. Notre mariage fut simple et intime, en présence de nos familles et amis proches. Ma sœur Lucie était témoin, émue aux larmes de me voir enfin heureuse. Quelques mois après notre mariage, je tombais enceinte naturellement. Quand je vis le test de grossesse positif, j'eus d'abord du mal à y croire. Après toutes ces années à me croire stérile, découvrir que j'attendais un enfant me bouleversa. Thomas pleura de joie en apprenant la nouvelle. « Tu vois » me dit-il en me serrant dans ses bras, « ton corps n'avait aucun problème. Il attendait juste le bon moment et la bonne personne. » Ma grossesse se déroula parfaitement. À 37 ans, je mis au monde une petite fille que nous prénommâmes Éléonore. En la tenant dans mes bras pour la première fois, je repensais à tout le chemin parcouru. Cet enfant que je portais maintenant, j'avais failli ne jamais la connaître à cause des mensonges de Pierre. Pierre sortit de prison quand Éléonore avait 6 mois. Il tenta de reprendre contact avec moi, prétextant vouloir me féliciter pour ma maternité. Je refusai catégoriquement. Il appartenait à mon passé et devait y rester. J'appris par la presse qu'il avait du mal à se réinsérer professionnellement. Aucun cabinet d'avocats ne voulait l'embaucher. Son casier judiciaire et la notoriété de son affaire le précédant partout. Il avait fini par ouvrir un petit cabinet individuel dans une banlieue lointaine, survivant grâce à des affaires mineures. Son fils Louis, né de sa liaison avec Sylvie, grandissait sans connaître son père. Sylvie avait refait sa vie avec un autre homme qui avait accepté d'élever l'enfant comme le sien. Une forme de justice poétique. Pierre avait voulu une double vie et s'était retrouvé sans rien. 5 ans après le procès, mon association Renaissance était devenue un acteur majeur de la lutte contre la violence conjugale psychologique. Nous avions aidé des centaines de femmes à sortir de relations toxiques, à retrouver confiance en elles, à reconstruire leur vie. J'avais écrit un livre racontant mon histoire, qui était devenu un best-seller. Les témoignages de lectrices étaient bouleversants. Beaucoup s'étaient reconnus dans mon parcours et avaient trouvé la force de quitter des maris manipulateurs. Thomas et moi avions eu un 2e enfant, un petit garçon prénommé Gabriel. Notre famille était complète et heureuse. Les enfants comblaient ce vide que Pierre m'avait fait croire éternel. Un jour, en me promenant avec mes enfants dans un parc parisien, je croisai par hasard Pierre. Il avait encore vieilli, ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, et son regard avait perdu cet éclat de suffisance qui le caractérisait autrefois. Il me reconnut et s'approcha timidement. « Camille, dit-il, tes enfants sont magnifiques. »« Merci, répondis-je poliment mais froidement. Je voulais te dire que je suis vraiment désolée. Pour tout. Je sais, Pierre, tu me l'as déjà dit. Est-ce que tu penses que tu pourras me pardonner un jour ?» Je regardais mes enfants qui jouaient insouciamment sur les balançoires. Ces enfants qui n'auraient jamais existé si j'étais restée avec lui. Ces enfants qui étaient la preuve vivante que j'avais eu raison de me battre. « Je t'ai déjà pardonné, Pierre, » répondis-je sincèrement. « Mais ça ne signifie pas que j'oublie. Ça ne signifie pas que tu retrouveras une place dans ma vie. Tu as fait tes choix, j'ai fait les miens. Nous sommes quittes. »
Il hocha la tête tristement et s'éloigna sans un mot de plus. Je ne devais plus jamais le revoir. Ce soir-là, en bordant mes enfants, je repensais à cette rencontre. Pierre avait l'air d'un homme brisé, rongé par le remords. Moi, j'étais épanouie, heureuse, entourée d'amour sincère. « Maman ?» me demanda Éléonore de sa petite voix de 5 ans. « Pourquoi tu pleures ?»« Je ne pleure pas de tristesse, ma chérie, » lui répondis-je en essuyant mes larmes. « Je pleure de bonheur. Pourquoi ? Parce que je réalise à quel point j'ai de la chance de vous avoir, papa et toi et Gabriel. Nous aussi on a de la chance de t'avoir, maman. » Cette phrase d'enfant résuma tout. J'avais traversé l'enfer. J'avais failli me perdre dans les mensonges et la manipulation d'un homme sans scrupules. Mais j'avais trouvé la force de me battre, de réclamer justice, de reconstruire ma vie. Aujourd'hui, 10 ans après cette soirée d'anniversaire où j'avais confronté Pierre devant sa famille, j'étais une femme libre et heureuse, mère de 2 enfants merveilleux, épouse d'un homme qui me respectait, dirigeante d'une association qui aidait d'autres femmes à s'en sortir. Pierre avait voulu me détruire pour préserver son petit confort égoïste. Il avait échoué. Mieux que ça, en me poussant dans mes retranchements, il m'avait révélé une force que j'ignorais posséder. Il m'avait involontairement donné les armes de ma propre renaissance. Car au final, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Une renaissance. La femme soumise et culpabilisée que j'étais avec Pierre était morte ce soir-là, au restaurant, quand j'avais posé cette échographie sur la table. À sa place était née une femme forte, déterminée, capable de se battre pour ses droits et ceux des autres. Le silence assourdissant qui avait suivi ma révélation avait été le dernier moment de ma vie d'avant. Depuis, plus jamais je ne m'étais tue face à l'injustice. Plus jamais je n'avais accepté qu'on me mente ou qu'on me manipule. Pierre avait payé le prix de ses mensonges. Moi, j'avais gagné bien plus que ce que j'avais perdu, ma liberté, ma dignité, et surtout, la famille que j'avais toujours rêvé d'avoir. La justice était passée, et avec elle, une forme de paix intérieure que rien ne pourrait plus jamais ébranler.